Bonjour, bienvenue sur 1, 2, 3 Stop. On va voir aujourd'hui une petite vidéo donc sur le Niger. C'est un sujet d'actualité. J'ai un petit peu cherché des informations qui sont complémentaires que dans les journaux on va pas forcément vous annoncer. Du coup, ça va être un angle de vision différent. Donc on va voir. Allez, on y va. Donc en fait, d'abord le contexte. Le Niger, il est ici. Il est voisin de l'Algérie, du Mali, du Nigeria, du Bénin, Burkina Faso, Tchad, bref, il est beaucoup entouré. Il n'a pas de façade maritime, c'est un point important pour faire du commerce, c'est vraiment pas facile dans ces cas-là. Et c'est un pays plutôt pauvre, hein, nettement. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en ce moment, effectivement, avec les djihadistes, il y a beaucoup d'instabilité. Il y a des djihadistes dans cette partie-là, et il y en a aussi au nord du Nigeria. Il y a eu une guerre il n'y a pas très longtemps au Soudan. Et avec l'Algérie et le Maroc, il y a beaucoup de tensions parce que l'Algérie aimerait bien accéder à cette façade maritime côté océan Atlantique. Et donc ils sponsorisent, ils aident le front Polisario avec lequel le Maroc est en bisbille complète. Alors, au point de vue richesse déjà, j'ai fait un petit tableau Excel. Donc on voit le Mali, le PIB par habitant. Ici, dans cette colonne, c'est PIB par habitant. Là, c'est le nombre de millions d'habitants. Et là, c'est le pays. Et on voit que le Niger, c'est un PIB de 447. C'est vraiment très pauvre. Hein, c'est le plus pauvre de la liste. C'est pas une liste exhaustive, hein, mais bon. Seulement 5 millions d'habitants. Le Mali, un PIB de 892. Là. Et 21 millions d'habitants, donc ils sont déjà plus nombreux. Et Burkina Faso, donc Mali et Burkina Faso, c'est là où il y a eu des putschs militaires. Donc on voit un peu à eux deux, ça fait 40 millions d'habitants. Ils sont plus riches que le Niger. C'est des petits points importants. Alors le Burkina Faso, eux, ils sont marrants, ils ont pris position. Ils ont dit, voilà, c'est net, on aime bien que les militaires prennent le pouvoir, chez nous aussi, donc pas d'intervention militaire. On aime bien quand il y a des putschismes et quand c'est des interventions militaires ou autres pour rétablir une autre autorité, ça leur plaît pas. Qu'elle soit, je prends pas position, hein, je tiens à vous dire, moi je suis neutre, sauf quand on parle de la France et de la Pologne. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on a comme force? Il faut voir que derrière, on a les États-Unis, on a la France et on a la Chine. Par exemple, les États-Unis, ils ont offert, donc en 2019, hein, un centre de commandement et contrôle aux forces nigériennes. Ça, c'est important. C'est pas que pour permettre aux forces nigériennes de communiquer entre elles, c'est pour leur permettre de communiquer de manière confidentielle avec les Américains. C'est-à-dire quand ils envoient des avions, quand ils envoient des drones, des Reapers, et ça leur permet de pouvoir vraiment leur donner les vidéos, puis le son de leurs commentaires, sans qu'il y ait d'autres gens qui écoutent. Hein, en cas de bavure, ça peut être utile, hein, que ça reste entre nous, par exemple. Voilà. Mais ça prouve l'implication des États-Unis. Ensuite, il y a la présence chinoise. Alors la présence chinoise, c'était d'abord économiquement. C'est-à-dire, ils ont fait beaucoup d'investissements, par exemple, au Niger et au Tchad, ils ont fait beaucoup d'investissements sur l'énergie, les mines, l'immobilier. Donc, historiquement, c'est la présence française, mais maintenant, la France, elle est quasiment injectée. On est trop endetté, on n'arrive pas à fournir de l'aide comme auparavant. C'est les Chinois maintenant qui aident, qui ont beaucoup d'argent. Et les Américains, eux, pareil, ils sont déjà beaucoup endettés. Leur note a été encore dégradée par Fitch, là. Ils ont perdu leur triple A. Donc, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que il y a, parmi les 4 plus gros producteurs d'uranium,
Le Niger, il n'est pas le premier. Le premier, c'est la Namibie. Après seulement, c'est le Niger. Et je parle du continent africain. Du continent africain. Et après, c'est l'Afrique du Sud et après le Malawi. Et sur le plan mondial, c'est le Kazakhstan. Et de loin, hein. Vraiment de très loin. Eux, ils sont à 22 000, 22 000 tonnes, tandis que le Niger, 2 000 tonnes. 2 000 tonnes 22 000 tonnes. Waouh. Donc vraiment, par contre, vraiment c'est une grosse différence. Par contre, les Français ont une entreprise française importante là-bas, au Niger, qui exploite des mines d'uranium. Alors c'est peut-être pas forcément le gain, mais c'est surtout que ça permet, quand tu as un fournisseur fiable, ça te permet d'essayer de te mettre un peu à l'abri des fluctuations, du prix spot en fait sur l'énergie. Donc c'est une petite carte que tu as qui peut te permettre de faire de grosses économies quand même à la clé. Même si le Niger ne produit que finalement 2000 tonnes, c'est une carte que tu as, si tu as ce fournisseur comme étant fiable, c'est une carte que tu peux jouer face au Kazakhstan en disant oui, d'accord, ok, t'es bien gentil, mais moi, je peux peut-être un petit peu attendre avant de venir de t'acheter tes kilos d'uranium. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que les Chinois, des fois, ils se font enlever. En 2021, par exemple, il y a eu 2 Chinois enlevés. Ils bossaient dans une société minière. Et donc, lié justement sur la recherche d'or. Mais il y a aussi un Chinois qui s'est fait enlever quelques années auparavant. Lui, il faisait des recherches au niveau uranium. Donc, il y a des tensions. On essaye un peu de freiner les Chinois, en leur montrant que le Niger n'est pas un pays stable. Et on va voir que c'est pas du tout un pays stable, déjà par ses enlèvements, mais aussi par d'autres phénomènes. Et ce qui est intéressant, c'est que déjà en 2009, le président de la République du Niger, Mamadou Tandja, il a déjà il a dit un discours, et dans le discours, c'était population de Difa. Et vous allez voir, hein, c'est quand même énorme. Hein. Ça prouve à quel point le Niger il est sorti de la domination ou l'influence française. Population de Difa, nous vous confions la garde de nos richesses minières du Nord-Est. Vos yeux, vos oreilles et votre attention doivent être braqués sur ces richesses. Aujourd'hui, nous travaillons avec les Chinois, et vous pouvez les identifier facilement. Voilà, c'est au faciès là. Hein. Toute présence autre que celle des Chinois doit nous être signalée rapidement. Soyez vigilants, toute présence suspecte sur nos sites pétroliers doit être notifiée dans les meilleurs délais. Waouh. En fait, les Chinois ont mis la main, par exemple, donc sur plusieurs mines, et aussi sur la partie pétrole. C'est-à-dire que le Niger a voulu négocier avec donc des sociétés occidentales, et la condition du Niger, c'était d'avoir une raffinerie sur place. Personne n'a été d'accord, sauf les Chinois. Les Chinois ont dit ok, bingo, on fait ça. Donc, ils ont remporté le marché du pétrole au Niger. Tout simplement. Et c'est intéressant, parce que qu'est-ce qu'on peut voir d'autre sur... C'est que... Oula, il va falloir couper. Et le Niger, ce qui en plus appuie encore plus le fait qu'il est quand même, c'est une nation maintenant très, très indépendante, c'est par exemple, en 2018, le Niger refuserait le déploiement de militaires italiens. C'est-à-dire que les Italiens s'en allaient d'Afghanistan, et ils se sont dit, bah nous on aimerait bien continuer à batailler face aux djihadistes, on va aller au Niger. Simplement, ils n'ont pas prévenu le président ni personne au Niger. C'est hallucinant. Là, vous êtes sur opex360.com, hein, c'est un site
c'est pas un site d'information alternative, hein, je vous le dis tout de suite, c'est d'anciens militaires ou des militaires français, donc il y a quand même un parti pris derrière, mais vous pouvez avoir des informations que nos médias mainstream ne vous donneront pas. Voilà, ça passera à la trappe tout simplement. Et donc, les petits détails, c'était... malgré les affirmations des autorités italiennes, le gouvernement nigérien n'aurait apparemment rien demandé. Mieux même, il aurait appris les intentions de Rome par une dépêche de l'AFP. Nous n'avons pas été consultés ni informés, nous étions surpris, en effet confié une source gouvernementale à RFI. Ah oui, d'accord. Donc les Italiens, ils se sont dit, ouais, bah, on arrive, hein, mais on va rien vous dire. Ils sont fous. Bon, bah ça, c'est une époque révolue, hein. 2018, ça passait plus, hein. C'est fini. Hein. Euh... mais par contre, le Nigeria, vous voyez, en 2020, par exemple, et là, on est sur un autre site, hein, c'est metadéfense.fr. Le Nigeria reçoit des nouveaux chars VT4 et des canons automata. Alors, le char chinois VT4, c'est l'équivalent des Léopard 2, du char Léopard, numéro 2. Donc un gros truc, tu vois, c'est du char Leclerc, en fait. Hein. Enfin, je parle au point de vue gabarit. Donc, c'est en fait pas forcément adapté à ces zones-là. Normalement, ces zones-là, ça serait plus des chars type Sagae à MX-10 ou à MX-30, des choses légères, en fait, qui vont vite pour faire du mouvement. Parce que les chars lourds comme ça, ils n'ont pas d'endroit pour se cacher, et ils vont se faire démolir à coups de canon. À l'avance, ou sinon par des missiles, et du coup il s'agit plus de déborder l'ennemi en fait. Mais donc les Chinois en ont envoyé, et en plus il y a eu 2 paquets de commandes, c'est-à-dire il y a eu un premier paquet, et puis 2 ans après il y a eu un deuxième paquet qui est arrivé derrière. Donc c'est quand même intéressant, mais je pense que c'est l'idée derrière des Chinois, c'est peut-être aussi de tester en fait le terrain. Donc et ils ont dû leur faire un prix. Hein. Parce qu'ils sont vraiment pauvres quand même. Hein. Les pauvres gars du Niger se payer des chars, l'équivalent du char Leclerc ou des Léopard 2, plus l'entretien, faut avoir les moyens. Hein. Donc ils ont dû leur fournir gratos, et ça prouve aussi que les Chinois ont mis le nécessaire pour protéger les puits de pétrole. Voilà. C'est ça, je pense, l'idée derrière. C'est pas du tout faire une guerre de mouvement, c'est on pose nos chars, et approchez pas les gars. Voilà. Ça ressemble plutôt à ça en fait. Et donc le Niger, on a aussi COAfrique.com par exemple qui dit voilà, Niger, terre de possibilités infinies pour investisseurs, etc. Alors, terre de possibilités infinies, c'est un peu quand même à pondérer. Parce que derrière, si on regarde, il y avait un article de CNN qui classe le Niger dans les 10 pires pays pour les startups. Oui, parce que pour faire un permis de construire, par exemple l'immobilier, c'est toute une galère. C'est qu'un exemple, en fait. L'administration est très lente. C'est compliqué finalement de faire du business rapidement et de manière entre guillemets agile. Donc il y a le Niger qui est là, et il y a le Niger qui veut exporter son pétrole via le Bénin en fait pour aller accéder à la façade maritime. Donc une fois que le Mali, le Burkina Faso qui est à côté du Bénin, le Niger, et bien le prochain qui risque de tomber, ça serait le Bénin. Je dis ça comme ça. Hein. C'est juste une idée comme ça. Voilà. Parce qu'on voit bien quand même que le pipeline, il est long de 1900 km quand même. 2000 km quasiment. À surveiller ça, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile. Hein. Et ça a été donc confié à la China National Petroleum Corporation, CNPC. C'est un nom connu quand même dans le domaine du pétrole, je vous assure. Hein. Et ce qui est intéressant, c'est que ça va multiplier par 5 sa capacité d'exportation. Parce que pour l'instant, sa capacité d'exportation, elle est ridicule. Mais le jour où il est construit, ça va permettre de faire passer le pétrole qui représente 4% du PIB en 2017 à une estimation à 24% en 2025. Ça, c'est l'estimation qui est faite. Et ça représenterait 45% des recettes fiscales.
c'est juste énorme. Pour le Niger, ça changerait beaucoup de choses. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a eu un putsch. C'est-à-dire que le putsch militaire, c'est pas forcément une concordance avec d'autres pays, il y a un effet d'aubaine, mais c'est peut-être surtout certaines personnes qui se sont dit « Ah, mais moi j'aimerais bien une part du gâteau ». Et de ce que j'ai compris, je vais pas sourcer pour cette fois, la personne qui gérait donc la garde républicaine, ben, elle devait partir. Et elle n'a pas été d'accord pour partir. C'est elle qui a pris le pouvoir maintenant. Et c'est intéressant aussi. Il y a un autre point qu'on pourrait aborder. Type. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, il est quand même 2h26. Je commence à fatiguer. Il y avait un truc qui m'a fait beaucoup rire. C'était concernant le putsch, en fait. Voilà, c'est ça en fait. C'est concernant un putsch précédent. Donc il y a eu au moins 4 putschs au Niger. C'est très régulier. Et le 2 février 2023, il y avait donc un procès concernant un putsch qui s'était passé, je crois, 2 ans auparavant. Et en fait, c'est donc 2 capitaines. Et ce qui est intéressant, c'est que je vous mettrai les liens. Hein. Ça parle de marabout. Hein. Et il avait reçu un coup de fil de marabout, d'un marabout super connu apparemment. À son arrivée, le marabout lui présenta le lieutenant. Ok. Donc ils aiment bien les marabouts. Hein. Ensuite, il a raconté ce qu'il a dit chez le marabout. Ok, d'accord. Et donc, il y a l'adjudant-chef Ahmed Bouida, dit papa, très zélé, ok. Et ils vont les services des marabouts, y compris au colonel-major, ok. D'accord, donc les colonels-majors, un colonel-major fait appel à des services de marabouts. Ouais, ok. Et le procès se poursuit donc en 2023. Et donc, il y a donc des aventuriers, des manipulateurs, et surtout une vingtaine de faux marabouts. Waouh. Ah ouais, ok. Donc c'est un autre monde, hein. C'est un autre monde. Visiblement, les marabouts sont importants là-bas. On prend pas beaucoup de décisions sans eux. Hein. Moi, je m'étais dit, quand ils vont les services des marabouts, au début, je me suis dit, mais c'est quoi? C'est les gens du FSB, de la CIA, la DGSE? C'est qui les marabouts, en fait? Voilà. Bon. Et il y a un autre pays autour qui est important aussi, c'est le Nigeria. Parce que le Nigeria, c'est un gros morceau. C'est-à-dire, si je reprends mon fichier Excel, le Nigeria, c'est 211 millions d'habitants et c'est la première économie d'Afrique. Avec 2200 $ par habitant. Et c'est largement sous-exploité en fait. En fait, et pourquoi j'en parle? Parce que ça pourrait être aussi la raison pour laquelle les États-Unis et la France et les pays occidentaux sont inquiets, c'est que quand on regarde la carte, il y a donc le Nigeria qui est là. Et il y a pas mal de pétrole aussi hein, dans le golfe de Guinée. Et il y a pas mal de pirates. Mais le Nigeria, comme ça va devenir une grande puissance économique en Afrique, ça l'est déjà en fait, hein, c'est la première, comme je l'ai dit, c'est la première puissance économique, mais ça, elle est sous-exploitée. Elle va mettre le turbo là bientôt, et si les gens qui arriveront pour l'aider à lui mettre le turbo, ils vont pouvoir faire des gains très 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 conséquents. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui veulent investir là-bas. Beaucoup. Parce que si Niger c'est terre des possibilités infinies, ben, Nigeria c'est encore mieux. Hein. La bourse de Nigeria, par exemple, en 2020, elle a fait une progression de 47%. Et je vous rappelle qu'en 2020, il y avait le Covid. 47%. Tandis que le SP500, qui regroupe les 500 sociétés les plus importantes aux États-Unis, avait progressé seulement que de 15%.
Donc ça donne un ordre d'idée de ce qui est possible de faire au Nigeria. Donc l'indice nigérien a aussi été meilleur que le CAC 40. Waouh. Donc c'est pas pour rien, c'est qu'il y a beaucoup de potentiel là-bas, il y a beaucoup de potentiel. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura fait voir d'autres choses dont on ne parle pas beaucoup dans les médias et un autre regard, que ce soit le Nigeria, dont on ne parle pas beaucoup, la présence des Chinois, qui se fait très silencieuse mais qui est pourtant un élément central. Hein. Il faut savoir aussi que l'ambassade de Chine, elle est juste à côté de l'ambassade de France et aussi juste à côté de l'ambassade des États-Unis. Donc ça résume bien en fait la compétition entre ces trois pays pour ce pauvre pays Niger, qui je pense est surtout important pour le Nigeria. C'est-à-dire que Boko Haram, il est au nord du Nigeria, c'est des djihadistes, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent dans les chancelleries, ouh là là, si toute cette bande de djihadistes se mettent ensemble, ça va faire du grabuge au Nigeria. Et en fait, au Nigeria, il y a la population, elle est divisée en deux. Vous avez une partie très pauvre et musulmane qui est donc au nord, et puis une population plutôt chrétienne et plus riche près des côtes. Et ça sent pas bon pour le Nigeria. Quand vous avez ça, un tel décalage, c'est des risques d'alimentation des émeutes par l'extérieur. Donc, et du coup, ça peut perturber, voire faire échouer complètement les investissements que feraient les grandes sociétés occidentales ou chinoises. Voilà. Et là, ça peut pas plaire aux Américains et ça peut les faire flipper parce qu'ils ont déjà beaucoup endetté. Donc voilà, ils doivent être un peu nerveux en ce moment, les Américains. Bon allez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne continuation et de bonnes vidéos. Salut! Oh, j'étais un peu long. Hein.